C'était un enchaînement parfait de mauvaises décisions, de timing catastrophique et d'alcool en trop. Je travaille dans un supermarché en tant que chef d'équipe. Je suis plutôt sociable, donc j'aime inclure les nouveaux et les mettre à l'aise. Il y avait ce nouveau gars, environ 17 ans, très discret. Il ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole et personne ne cherchait vraiment à discuter avec lui. Moi, si. J'ai été très sympa avec lui et au début il n'était pas vraiment abordable. Mais au fil des semaines, il s'est détendu et a commencé à être gentil avec moi aussi. En revanche, aucun autre collègue ne faisait cet effort. Je n'y ai pas vraiment réfléchi sur le moment, mais j'ai compris pourquoi quand il a quitté le travail après 3 mois. Il s'est avéré qu'il faisait ça comme une sorte de travaux d'intérêt général. C'était un délinquant et mon supermarché radin l'avait embauché parce qu'il ne devait lui payer que la moitié du salaire normal. Mais ce n'est pas tout. Environ 1 an plus tard, des mecs bourrés ont commencé une embrouille avec moi dans un bar. Ce n'était pas bien grave jusqu'au moment où je suis rentré chez moi. 5 d'entre eux m'attendaient à la sortie. Je ne voulais pas mêler mon ami à ça, alors j'ai continué à marcher comme s'il n'était pas là, jusqu'à ce qu'il m'arrête clairement pour me casser la gueule. Et là, je l'ai vu. Le gars du supermarché, avec ses potes de gang. Je ne me suis jamais senti aussi cool de ma vie. 6 mecs d'environ 21 à 25 ans sont venus à mon secours parce qu'ils me considéraient comme son ami. Ils les ont menacés et leur ont dit « Dites-nous pourquoi on ne devrait pas vous tuer là tout de suite ». Je ne pourrai jamais assez le remercier, lui et les autres. Après ça, on est reparti chacun de notre côté. Parfois, je le croise encore et on se fait un signe de tête. Une nuit, un type est entré dans mon magasin avec sa nana juste derrière lui. Dès qu'il a passé les portes, il s'est mis à hurler. Pas à discuter, pas à râler, à hurler vraiment. Il criait que cette femme était sa copine, que c'était à lui. Il disait qu'il pouvait la frapper s'il en avait envie parce que c'était sa propriété. Ses mots étaient crus, violents, balancés sans aucune gêne, comme s'il voulait que tout le monde entende. Comme s'il était fier de le dire. La femme, elle, ne disait rien. Elle marchait juste à côté de lui, la tête légèrement baissée, complètement figée. On aurait dit qu'elle avait appris à se faire petite. Dans le magasin, l'ambiance a changé instantanément. Les clients se sont tus. Les employés se sont regardés sans trop savoir quoi faire. Personne n'osait intervenir directement, parce que le type était clairement instable et que ça pouvait dégénérer à tout moment. Ce qu'ils n'avaient pas remarqué, c'est qu'un groupe de gros gars maoris faisait ses courses pas très loin. Des mecs massifs, larges d'épaules, calmes en apparence. Ils ont entendu chaque mot. Ils ont vu la femme. Ils ont compris exactement ce qui se passait. Et visiblement, ils ont décidé que ce genre de discours ne passerait pas ce soir-là. Ça a commencé sans avertissement. Un instant, le type criait encore. L'instant d'après, il était au sol. Les Maoris se sont jetés sur lui et ont commencé à le frapper avec une violence froide, méthodique. Pas de cris de leur côté. Juste des coups. Le combat s'est déplacé à travers le magasin comme une tempête. Du rayon alcool à la boulangerie, puis vers la zone de préparation alimentaire, avant de revenir au centre du magasin. Ça a duré longtemps. Au moins 5 minutes, peut-être plus. Le temps semblait s'étirer tellement la scène était irréelle. Le bruit des coups résonnait dans tout le magasin. Les étagères tremblaient. Des produits tombaient au sol. Le personnel se cachait où il pouvait, derrière les comptoirs, dans les réserves, certains carrément recroquevillés par terre. Personne n'essayait d'arrêter quoi que ce soit. Honnêtement, personne n'en avait la capacité. Quand les Maoris ont enfin arrêté, le type n'était plus reconnaissable. Il était couvert de sang. Son visage était enflé, sa tête ouverte par une énorme entaille. Il respirait difficilement, gémissait à peine. Les Maoris l'ont regardé une dernière fois, puis ils sont partis. Calmement.
comme s'ils avaient simplement terminé leur course. Après leur départ, un silence étrange a envahi le magasin. Le type est resté au sol quelques secondes, puis il a commencé à ramper. Littéralement. Il s'est traîné hors du magasin, laissant des traces de sang derrière lui. La femme n'était plus là. Je ne sais pas quand elle est partie ni où elle est allée. Personne ne l'a suivie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après ça. Mais je doute sérieusement qu'il ait jamais osé lever la main sur sa copine de nouveau. Parfois, le karma ne prend pas de gants. Et parfois, il arrive sous la forme d'un groupe de gars qui ont décidé que certaines limites ne doivent jamais être franchies. Quand j'ai rencontré mon ex-petite amie en personne pour la première fois, elle était enceinte. L'enfant n'était pas de moi, mais de son ex-petite amie. Dès le départ, elle a décidé que ce serait moi qui élèverais ce bébé, que j'en ai envie ou non. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'avais 14 ans. Elle en avait 16. Et surtout, notre relation était censée être temporaire. Je participais à un camp d'été près de sa ville et je savais que je ne resterais que quelques semaines. Très vite, j'ai compris que la situation me dépassait complètement. Je lui ai expliqué, encore et encore, que je n'étais pas prêt à assumer une responsabilité aussi énorme. Que je n'étais même pas le père. Que j'étais encore un gamin moi-même. Mais rien de ce que je disais ne semblait l'atteindre. Plus j'essayais de poser des limites, plus elle devenait insistante, puis agressive. À un moment, elle m'a menacé de me poignarder parce que je refusais d'accepter ce rôle. Je me souviens très clairement de la peur que j'ai ressentie à cet instant. Pas une peur abstraite, mais quelque chose de très concret, très physique. J'ai essayé de garder mon calme, de ne pas la provoquer davantage. Dans ma tête, je cherchais juste un moyen de désamorcer la situation sans que ça dégénère encore plus. J'ai alors proposé l'adoption. Pas comme une accusation, pas comme un abandon, mais comme une option réaliste. Une solution qui pourrait lui permettre, à elle et à l'enfant, d'avoir une chance. C'est à ce moment-là qu'elle a complètement perdu pied. Elle s'est mise en colère d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a essayé de me frapper, plusieurs fois. J'ai réussi à esquiver la plupart des coups et à partir avant que ça ne tourne vraiment mal. Physiquement, je m'en suis sorti sans trop de dégâts, mais mentalement, ça m'a marqué bien plus que je ne voulais l'admettre sur le moment. Quelques jours après être rentré chez moi, je lui ai envoyé un message. Avec le recul, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être par culpabilité, peut-être par habitude. Je me suis excusé d'avoir été, selon mes mots, un peu inconsidérant. Elle m'a répondu. Elle s'est excusée à son tour. Pour avoir essayé de me forcer à accepter une situation aussi chaotique. Et aussi, très explicitement, pour avoir tenté de me poignarder. On a continué à discuter un peu. À travers ces échanges, elle a fini par accepter que l'adoption était probablement la seule option viable pour elle. Quelque chose semblait s'être apaisé. Pas résolu, mais apaisé. Elle a mené sa grossesse à terme et a donné naissance à l'enfant sans complications, d'après ce que j'ai su. Depuis la naissance du bébé, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Plus aucun message, plus aucun contact. On entre dans un bar-restaurant pour essayer de trouver une table et manger un truc. Rien de spécial, juste un endroit au hasard, comme on en fait souvent quand on a faim et qu'on n'a rien prévu. Le serveur arrive presque immédiatement, souriant, très détendu, et nous salue. Il nous demande si on a réservé. On lui répond que non. Aucun problème, visiblement. Il ne soupire pas, ne lève pas les yeux au ciel, au contraire, il commence à discuter avec nous. Il nous demande ce qu'on a envie de manger. Quel type de cuisine, quel genre d'ambiance. Il nous explique qu'il connaît plein d'endroits dans le coin, qu'il peut nous recommander des restaurants partout dans la ville si jamais ce qu'on cherche n'est pas ici. Le genre de serveur beaucoup trop impliqué, mais d'une manière plutôt sympa. On est encore en train de réfléchir à ce qu'on va lui répondre quand, sans prévenir, il s'arrête en plein milieu de sa phrase.
Il regarde par-dessus notre épaule, fronce les sourcils et dit simplement quelque chose comme « Attends une seconde ». Puis il ajoute très calmement que c'est son vélo. Avant même qu'on ait le temps de comprendre ce qu'il veut dire, il se retourne et sort en courant du restaurant. On reste là, debout, un peu con. On se regarde tous avec exactement la même expression. Est-ce qu'il vient vraiment de dire ça? Est-ce qu'il vient vraiment de quitter son service en plein milieu pour une histoire de vélo? Pendant quelques secondes, on ne sait pas quoi faire. On attend, en se disant qu'il va revenir. Puis on se dit que l'ambiance est devenue bizarre, que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour dîner finalement, et qu'on ferait mieux d'aller voir ailleurs. On sort donc du restaurant. Et là, on tombe pile au bon moment. Ou au pire, selon le point de vue. Juste devant nous, sur le trottoir, il y a un type en train de balancer le vélo du serveur directement dans le canal. Pas de discussion, pas d'hésitation. Il le soulève et le jette à l'eau comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour préciser le contexte, j'habite à Amsterdam, donc les canaux font partie du décor, mais ça reste complètement surréaliste à voir en vrai. On s'arrête net. On regarde le vélo disparaître dans l'eau. On regarde le type. On regarde autour de nous pour voir si quelqu'un d'autre réagit. Personne n'a l'air surpris. C'est presque ça le plus étrange. Quelques secondes plus tard, le serveur revient en courant. Il s'approche du type qui vient de jeter son vélo dans le canal. Et là, au lieu de crier, de s'énerver ou d'appeler à l'aide, il commence à s'excuser. Mais vraiment s'excuser. D'une manière presque désespérée. Il dit qu'il est désolé. Qu'il sait. Qu'il avait été prévenu. Qu'il l'a encore fait. Il explique qu'il n'aurait pas dû laisser son vélo là. Qu'au fond, c'est de sa faute. Il répète qu'il ne recommencera plus. Qu'il promet. Le type, lui, est parfaitement calme. Il ne crie pas non plus. Il répond tranquillement que oui, il peut recommencer s'il veut. Que s'il ramène un autre vélo et qu'il le laisse au même endroit, il le jettera aussi dans le canal. Sans hésiter. À ce moment-là, on ne sait plus si on assiste à une scène de règlement de compte, à une dispute bizarre entre deux personnes qui se connaissent trop bien, ou à une sorte de rituel absurde dont on ne comprend pas les règles. Le serveur a l'air sincèrement humilié. Le type a l'air parfaitement sérieux. Et le vélo est toujours au fond de l'eau. Personne autour ne semble intervenir. Personne n'appelle la police. Personne ne filme. C'est juste une scène qui se déroule, comme si elle faisait partie du quotidien. Comme si jeter un vélo dans un canal et s'excuser ensuite faisait partie des interactions normales de la ville. À ce stade, on décide que c'est le bon moment pour partir. Lentement, discrètement, on s'éloigne. On ne court pas, mais on ne traîne pas non plus. On n'a pas vraiment envie de savoir comment ça se termine. On a déjà largement assez d'informations pour la soirée. En marchant, on commence à en rire. D'abord nerveusement, puis franchement. Plus on repense aux phrases échangées, plus la situation devient absurde. Le sérieux du serveur. Le calme du type. La manière presque polie dont tout ça s'est déroulé. C'est le genre de scène que tu racontes et que les gens ont du mal à croire, parce que sur le papier, ça ressemble trop à une blague. J'ai appris la semaine dernière que ma responsable sniffait de la cocaïne. Et franchement, je ne m'en serais jamais douté. Pas une seule seconde. Elle n'a absolument pas le profil. C'est une femme d'une trentaine d'années, maman, organisée, toujours carrée au boulot. Le genre de personne que tu imagines gérer son planning, ses réunions, sa vie familiale sans jamais déborder. Et pourtant, oui, elle sniffe de la coke. Quand je l'ai appris, j'ai eu un vrai moment de bug. Comme si deux réalités incompatibles venaient de se superposer. Mon cerveau n'arrivait pas à faire cohabiter l'image professionnelle que j'avais d'elle et cette information-là. Ça m'a laissé un mélange bizarre de choc, d'incrédulité et d'un rire nerveux intérieur du type « Attends quoi ?» Le pire, c'est que je ne peux en parler à personne autour de moi.
Pas à mes collègues, évidemment. Pas à mes amis non plus. Parce que même si l'info est complètement dingue, je n'ai aucune envie qu'elle perde son boulot à cause de ça. Ce n'est pas mon rôle, et je n'ai pas envie d'être responsable d'un truc aussi grave. Mais garder ça pour moi, c'est presque impossible. Ça me tourne dans la tête. Je dois raconter l'histoire d'un repas que j'ai mangé. Juste ça. Un repas. Rien de profond, rien de philosophique, juste une putain de narration descriptive à rendre à mon prof de composition. 1200 mots minimum. À rendre aujourd'hui à 9h30. Il est 2h59 au moment où j'écris ces lignes et je suis toujours là, devant mon ordinateur, à fixer l'écran comme s'il allait écrire à ma place. J'ai environ 400 mots de déjà rédigés. 400 mots creux, artificiels, écrits avec l'enthousiasme forcé de quelqu'un qui essaie de faire passer un sandwich pour une expérience spirituelle. Et pourtant, je n'arrive pas à continuer. Je sais exactement ce que je devrais faire. Je connais la consigne, je sais comment broder, je sais comment rallonger chaque phrase jusqu'à ce qu'elle sonne presque prétentieuse. Mais mon cerveau refuse tout simplement d'obéir. Je suis assis à mon bureau depuis des heures. J'ai bu beaucoup trop de Red Bull. Mon cœur bat trop vite, mes mains tremblent légèrement, et malgré toute cette énergie artificielle qui circule dans mon corps, je suis incapable de produire la moindre phrase supplémentaire. Le document est ouvert. Le curseur clignote. Il clignote comme pour se moquer de moi. Comme s'il me disait que le temps passe et que je suis en train de le gâcher activement. À la place d'écrire, je fais tout ce que je peux pour ne pas écrire. Je relis les mêmes phrases encore et encore. Je change un mot, puis je le remets comme avant. Je vérifie l'heure toutes les 2 minutes, comme si elle allait soudainement reculer par magie. Je réfléchis à ma vie entière au lieu de réfléchir à ce repas ridicule que je suis censé décrire avec des métaphores excessives. Le vrai problème, ce n'est pas que je ne sais pas écrire. Le vrai problème, c'est que je n'ai aucune discipline quand il s'agit de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Si je peux transformer une tâche en quelque chose de drôle, d'agréable, presque joli, alors je peux m'y mettre. Mais dès que ça devient une obligation pure, sans couleur, sans intérêt personnel, tout se bloque. Mon esprit se cabre comme un animal qui refuse d'avancer. Et pourtant, je n'ai pas le choix. Je dois réussir ce cours. Ce n'est pas une option. Si je ne rends pas cet essai, ou si je le rends trop court, ou bâclé au point d'être insultant, je risque de ne pas valider la matière. Et si je ne valide pas la matière, je peux me faire virer de mon community college. Rien que d'écrire cette phrase me donne la nausée. Si je me fais virer, tout s'écroule en chaîne. Mon père a été clair. Tant que je suis à l'école, il m'aide financièrement. Il paie mes dépenses courantes, mon loyer, de quoi manger. Pas par plaisir, mais parce qu'il croit que je fais quelque chose de ma vie. Si cette structure disparaît, si je perds ce statut d'étudiant, il est très possible qu'il coupe les vivres. Et je ne peux pas lui en vouloir. À ses yeux, ce serait la preuve que je ne fais pas d'efforts. Je suis donc là, paralysé par la pression, parfaitement conscient des conséquences, mais incapable d'agir efficacement. Mon niveau de stress est à 11 sur 10. J'ai l'impression que ma poitrine est trop petite pour contenir l'anxiété qui s'y accumule. Chaque minute qui passe rend la situation un peu plus grave, un peu plus irréversible. Ce qui rend la chose encore plus absurde, c'est le sujet de cet essai. Un repas. Un moment banal. Quelque chose que tout le monde fait tous les jours sans y penser. Et moi, je dois l'étirer, l'analyser, le décortiquer, comme si ce plat avait changé le cours de mon existence. Je dois parler des textures, des odeurs, de la lumière dans la pièce, de ce que je ressentais à ce moment-là. Tout ça pour atteindre un nombre de mots arbitraires décidés par quelqu'un qui ne lira probablement que les premières lignes. Je sais exactement comment ça fonctionne. J'ai déjà fait ce genre d'exercice. Il suffit de ralentir le temps artificiellement. De transformer une bouchée en un paragraphe. De faire semblant que chaque détail compte. Mais ce soir,
ou plutôt ce matin, mon cerveau refuse de jouer le jeu. Il est fatigué. Il est saturé. Il est en rébellion ouverte contre toute forme de contrainte académique. Alors je reste là, à écrire tout sauf ce que je devrais écrire. J'écris sur mon stress. J'écris sur mon incapacité à écrire. J'écris sur la peur de l'échec et sur cette sensation écrasante d'être mon propre pire ennemi. Et pendant ce temps, l'essai sur le repas n'avance pas. Je me dis que je finirai par m'y mettre. Que la panique deviendra suffisamment forte pour me forcer à agir. Que l'adrénaline prendra le relais là où la motivation a échoué. Mais plus le temps passe, plus cette stratégie ressemble à un pari dangereux. Je suis en train de miser mon avenir immédiat sur l'espoir que mon cerveau se réveille à la dernière minute. Il est presque 3 heures maintenant. Dans 6h30, ce texte doit être envoyé. Et moi, je suis toujours coincé au même endroit, pris au piège entre la conscience aiguë de ce que je dois faire et l'incapacité totale de le faire. Si quelqu'un me regardait de l'extérieur, ça semblerait ridicule. Mais de l'intérieur, c'est étouffant. C'est comme hurler dans sa tête sans que rien ne sorte par les doigts. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est continuer à taper. Espérer que quelque part, au milieu de cette spirale de pensées inutiles, une phrase sur ce repas finira par émerger. Parce qu'au final, je n'ai pas besoin que cet essai soit brillant. J'ai juste besoin qu'il existe. Je suis un homme gay dans la cinquantaine. Quand j'étais jeune, on ne disait pas qu'on était gay. On ne le faisait tout simplement pas. J'étais donc entièrement dans le placard, sans exception. Tout était soigneusement caché, verrouillé, même à moi-même par moments. Au début de ma vingtaine, je suis tombé profondément amoureux d'un homme qui était séropositif. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que ça impliquait. Le sida venait à peine d'apparaître dans le paysage public. C'était flou, terrifiant, entouré de rumeurs et de silence. On savait que c'était grave, mais personne ne savait encore à quel point. Je suis aussi chanteur, formé de manière classique. La musique a toujours été une part essentielle de ma vie, presque un refuge. Un soir d'Halloween, j'étais à l'extérieur d'une église historique, dans le cimetière, en train d'attendre mon tour. J'allais interpréter le solo de basse du Requiem de Mozart. L'ambiance était déjà irréelle. La nuit, les pierres tombales, le poids de la musique à venir. Et puis un ami est venu vers moi. Il m'a regardé et m'a dit simplement qu'il venait de mourir. Je me souviens très clairement de ce moment. Comme si le monde s'était figé une fraction de seconde. Mais il n'y avait pas de place pour ça, pas tout de suite. Le concert devait avoir lieu. Alors j'ai chanté. J'ai fait mon solo. J'ai tenu debout, porté par l'automatisme, par l'entraînement, par cette règle tacite qui dit que le spectacle continue quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'après que tout s'est effondré. Quand il n'y avait plus de musique pour me tenir droit. Tout était surréaliste. J'aimais cet homme, mais je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas pleurer ouvertement. Je ne pouvais pas partager ma peine. J'ai dû traverser sa mort seul, enfermé dans le silence et le secret. À ses funérailles, à un moment, je me suis éloigné du groupe. Je n'arrivais plus à respirer correctement. J'ai craqué complètement. Les larmes, les sanglots, tout est sorti d'un coup, sans retenue. Mon chef d'orchestre m'a vu. Il n'a rien dit. Il est simplement venu vers moi, a passé son bras autour de mes épaules, et m'a accompagné jusqu'à sa voiture. Il m'a ensuite conduit jusqu'au lieu de l'enterrement. Nous n'avons pas échangé un mot pendant tout le trajet. Pas un seul. Et pourtant, ce silence était plein. De respect. De compréhension. De compassion pure. Quand j'avais environ 19 ou 20 ans, j'attendais un bus comme n'importe quel autre jour. J'étais debout à l'arrêt, un peu dans ma bulle, quand un homme d'une 60aine d'années, très bien parlé, s'est mis à me parler de façon tout à fait banale. Il avait ce ton calme et posé qui donne l'impression d'être face à quelqu'un de parfaitement inoffensif. Moi,
je hochais la tête, je souriais nerveusement, fidèle à mon rôle de grand échalas maladroit qui ne sait jamais comment mettre fin à une conversation. La discussion a continué plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Il m'a raconté sa vie, a mentionné sa femme, puis a commencé à parler de dîners qu'ils organisaient chez eux. Il insistait sur le fait que je devrais vraiment passer un de ces jours, que j'étais le bienvenu, que ça me ferait du bien de rencontrer du monde. Plus il parlait, plus je me sentais mal à l'aise, sans trop savoir pourquoi. Mon anxiété montait doucement, cette sensation familière d'être coincé dans une situation sociale dont on ne sait pas comment sortir. Puis le ton a changé. Il s'est mis à complimenter ma chemise. Au début, ça m'a juste semblé étrange. Ensuite, sans vraiment me laisser le temps de réagir, il a tendu la main pour toucher le tissu, comme pour en sentir la matière. J'étais figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Et là, il a glissé ses doigts entre les boutons et a caressé mon ventre. En pleine rue. À un arrêt de bus. Devant tout le monde. Mon cerveau s'est vidé instantanément. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Quand le prochain bus est arrivé, je suis monté dedans sans réfléchir, même si ce n'était pas le bon. J'avais juste besoin de m'éloigner. J'ai roulé quelques arrêts, le temps de reprendre mes esprits, de réaliser ce qui venait de se passer, puis je suis redescendu et je suis rentré chez moi, encore sous le choc. Et comme si la scène n'était pas déjà assez absurde, il y avait un détail qui rendait tout ça encore plus irréel. Cet homme ressemblait trait pour trait à Yann Mcdiarmid. Oui. Palpatine a essayé de me peloter. Tard dans la nuit, mes amis et moi avons décidé d'aller acheter de la weed. Ce sont des amis plutôt nerds, on s'était rencontrés en jouant à des jeux vidéo en ligne et on passait beaucoup de temps à jouer à Donjons et Dragons cet été-là. Autant dire que ce n'était pas vraiment dans nos habitudes comme plan de sortie. En plus, c'était avant la légalisation dans mon état, mais on était au lycée et on s'ennuyait. On monte donc tous les trois dans la voiture et on réussit à contacter le dealer de weed d'un de mes potes, un type qu'il avait vu genre 2 fois. Il nous dit de le retrouver dans un Taco Bell dans la ville d'à côté. On y va, le Taco Bell est presque vide à cette heure-là, vers 22h, banlieue oblige. On prend des boissons glacées Taco Bell et on attend le gars. Il arrive, on va tranquillement à la voiture, on fait l'échange, et on repart. Facile. Le dealer entre manger et nous on se barre. On est excité parce qu'on est au lycée et que c'est encore assez nouveau pour nous. On sort du parking et mon pote au volant se rabat à la dernière seconde sur la voie de tourne à gauche à l'intersection juste devant le centre commercial. Il avait oublié qu'on devait tourner, donc on se retrouve à 45 degrés, à moitié sur la voie de tourne à gauche, à moitié ailleurs. Comme il n'y a personne, il décide quand même de tourner à gauche malgré le feu rouge. Gyrophare. Sirène. Mon autre pote insulte le conducteur en le traitant d'idiot, et moi je suis à l'arrière en me disant que ce n'est pas possible que ça nous arrive. On n'avait encore rien fumé, mais l'odeur de la weed, même dans le sac, était forte et je la sentais légèrement. Ma vie défile devant mes yeux pendant qu'on se range sur le côté. Le conducteur passe rapidement la weed à l'autre pote. Le passager l'enroule dans un chiffon et la balance dans la boîte à gants pendant que j'essaie de réfléchir à comment on va s'en sortir. La policière arrive à la fenêtre, lampe torche à la main, et demande au conducteur s'il sait pourquoi il a été arrêté. Oui. Est-ce que c'était illégal? Oui. Il lui explique qu'il trouvait dangereux d'être arrêté comme ça au milieu de l'intersection et qu'il a naïvement pensé que ça irait de tourner puisqu'il n'y avait personne à cette heure-là. Et là, sans prévenir, elle nous regarde et dit « Vos yeux sont sacrément rouges ». Je crois qu'on a tous failli mourir sur place. On n'était pas défoncés, mais d'un coup ça sentait vraiment mauvais. Est-ce qu'elle savait qu'on venait d'acheter de la weed? Dans ma tête, oui, elle surveillait sûrement l'endroit. Elle se penche vers la voiture et me pointe avec sa lampe. Pourquoi tes yeux sont rouges? Vous avez fumé? Non, 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 on répond tous. Mon pote propose même d'aller faire une prise de sang si elle pense vraiment qu'on a fumé. Elle hésite, reste silencieuse un moment, puis retourne à sa voiture.
On n'a aucune idée de ce qui va se passer ni de pourquoi elle est partie aussi brusquement. Elle revient et nous demande ce qu'on fait dans cette ville alors que la voiture est immatriculée dans une autre. Il explique rapidement qu'on est allé voir des amis et qu'on a pris un Taco Bell avant de rentrer chez nous. Ça a l'air de lui suffire. Elle demande ensuite le permis et la carte grise. Le conducteur se penche au-dessus de la console centrale pour ouvrir la boîte à gants. La boîte à gants avec un énorme paquet de weed enveloppé dans un chiffon. Merde. Il commence à chercher la carte grise, fouillant autour du paquet de weed, pendant que la policière est toujours à la fenêtre, lampe braquée sur nous. J'attends qu'elle demande ce qu'il y a dans le chiffon ou pourquoi il ne le sort pas simplement pour trouver les papiers. Je sais que dès que le paquet sortirait, l'odeur serait évidente. Mais mon pote s'en sort incroyablement bien, disant « c'est par ici quelque part », jouant le mec super calme, sortant les mauvais papiers puis replongeant la main pour chercher encore. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Finalement, il la trouve. Elle vérifie le permis, la carte grise, nous dit de ne plus jamais refaire ce genre de manœuvre, et nous laisse repartir. On n'était clairement pas du genre à faire ce genre de conneries, alors on a rigolé nerveusement tout le trajet du retour. Mon ami à l'avant a décidé qu'il ne voulait plus jamais gérer ce genre de stress et il a obtenu sa carte médicale peu de temps après. Donc j'ai failli me faire arrêter pour possession de drogue la toute première fois que j'ai acheté de la weed avec mes meilleurs amis nerfs, et c'était franchement un sacré moment pour un jeudi soir. J'ai abandonné l'école une fois pour rejoindre un groupe vraiment pourri, avec une batteuse qui traversait une rupture au moment où je suis arrivé. Tout était assez normal pour un groupe. La batteuse, S, gérait plutôt bien la situation jusqu'à ce que notre manager passe une soirée chez nous, quelques mois plus tard. S se confiait à notre manager sur à quel point la rupture l'avait affectée et elle a dit certaines choses sous le coup de la colère qu'elle ne pensait pas vraiment. Notamment, elle a dit qu'elle souhaitait que son ex-petite amie soit morte. Après cette discussion à cœur ouvert, S s'est calmé, se sentait mieux, et notre manager a dit « je vais m'en occuper ». Il est parti, et on n'y a pas vraiment repensé avant de retourner écrire de la musique. Une semaine ou deux plus tard, S reçoit un appel paniqué de son ex, qui était en route pour l'hôpital à cause de douleurs abdominales intenses, au point que sa vie semblait potentiellement en danger. Plus tard, notre manager passe nous voir et révèle qu'il s'en était occupé. On a compris qu'il voulait dire qu'il était derrière les douleurs à l'estomac de l'ex. On a commencé à lui demander ce qu'il avait exactement fait, et c'est là que ça devient complètement fou. Notre manager travaillait dans une sorte de laboratoire et avait accès à beaucoup de produits chimiques et de substances diverses. Il avait élaboré un plan consistant à utiliser des produits chimiques dans une gélule pour empoisonner l'ex de S. Il expliquait qu'il avait essayé de provoquer une réaction chimique dans l'estomac de l'ex qui aurait pris tellement d'ampleur et si rapidement que son estomac aurait éclaté de l'intérieur, la tuant. Il a donc invité l'ex à venir passer du temps chez lui, et elle a accepté. Ils ont discuté tranquillement, et à un moment, l'ex dit qu'elle a mal à la tête. Il lui répond « J'ai du Tylenol, je vais te chercher ça ». Il lui apporte alors sa concoction. Même si elle remarque que ça ne ressemble pas à un antidouleur qu'elle connaissait, elle l'avale quand même. Lui pense que c'est fait. Le problème, c'est qu'il ne lui a pas donné une dose suffisante de ce qu'il lui avait préparé pour que son plan fonctionne réellement. L'ex se retrouve à l'hôpital et, même si elle est extrêmement mal pendant quelques jours, elle finit par s'en sortir. Inutile de dire que nous l'avons viré immédiatement et avons coupé tout contact avec lui après ça. Voilà donc l'histoire de la chose la plus métal qui me soit jamais arrivée dans la vie. Ce n'est pas une histoire particulièrement folle, mais c'est une que j'avais envie de raconter. Quand j'avais 20 ans, un ami m'a demandé si mon groupe voulait jouer à un festival artistique que sa mère organisait à Pilsen. On a accepté et on était super emballés. En réalité, notre groupe, c'était surtout nous qui traînions au sous-sol à faire n'importe quoi et à nous amuser. On n'a jamais rêvé de percer ou quoi que ce soit, et on n'était pas vraiment très bons. On avait fait seulement quelques concerts avant celui-là et ils s'étaient tous mal passés, donc on espérait que celui-ci serait mieux. Le jour du concert,
on arrive pour commencer à s'installer et on demande où se trouve la scène. La mère de mon ami me dit qu'à cause de la pluie, ils allaient nous faire jouer à l'intérieur du gymnase, là où tous les artistes avaient installé leur stand. Je lui ai dit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ça va être vraiment très bruyant. Elle a insisté en disant que ce serait très bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, alors j'ai répondu, d'accord, et on a commencé à s'installer. On joue un seul morceau et sa mère vient nous voir juste après en disant, ouais, je ne pense pas que ça va marcher, on va attendre que la pluie se calme. Évidemment, on a trouvé ça hilarant parce qu'on les avait prévenus que ce serait bruyant. En plus, se faire virer de la scène parce qu'on jouait trop fort avait un petit côté punk rock, donc on ne l'a pas mal pris du tout. Certains diront peut-être que je suis un connard, mais je suis en paix avec ce que j'ai fait. Quand je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel, il y avait régulièrement des événements organisés par des entreprises extérieures. Un 4 étoiles. Rien d'inhabituel. Les gens venaient pour une nuit avec leur séminaire, tout le monde arrivait, assistait aux conférences, circulait dans l'hôtel, etc. Rien de spécial. Dans la journée, une femme, l'épouse, est arrivée avec quelques jeunes enfants en demandant un homme qui devait loger chez nous. J'ai donc cherché son nom, appelé la chambre et lui ai dit que sa femme l'attendait à la réception. Blabla. Il est descendu, ils se sont retrouvés, câlins, bisous, tout le tralala. Une famille tout à fait normale en apparence. Plus tard, après les séminaires, tout le monde fait la fête bien sûr et beaucoup de gens boivent. Certains plus que d'autres. Au fur et à mesure que les gens quittent la fête pour aller dormir, le calme revient peu à peu, sauf pour 2 personnes assises sur un genre de canapé dans l'espace bar. Ils sont littéralement collés l'un à l'autre. Après quelques minutes, la femme commence à gémir. L'endroit était vide et complètement silencieux, donc on entendait absolument tout. Le type était en train de lui faire des choses avec les doigts. Il y avait des caméras partout dans l'hôtel, donc je pouvais le voir soit directement, soit sur les écrans. Ça m'énervait, parce que les clients choisissent à l'avance avec qui ils partagent leur chambre, s'ils veulent 2 lits ou un grand lit, et s'ils ont tellement envie de baiser, pourquoi ne pas juste utiliser leur chambre, qui est littéralement faite pour ça. Après un bon moment, ils se lèvent et se dirigent vers l'ascenseur. Je me dis enfin, ils ont retrouvé un peu de jugeote. En passant devant moi, je reconnais l'homme. C'était celui dont la femme et les enfants étaient venus plus tôt dans la journée. À ce moment-là, j'étais surtout content de ne plus avoir à le regarder. Mais au lieu de monter aux étages, l'ascenseur est descendu au sous-sol. Au sous-sol, il y a les garages, mais surtout un endroit hors du champ des caméras. Au bout d'un moment, ils sont revenus dans l'ascenseur et sont montés au dernier étage, alors qu'aucun des 2 n'y logeait. En regardant les caméras, je vois qu'ils ne sortent pas. En tant que réceptionniste, je devais aller vérifier le sous-sol pour m'assurer que tout allait bien. Il y avait une table là-bas, avec 2 marques de fesses bien transpirantes dessus. Aucun doute possible. Quand je suis remonté, j'ai appelé l'ascenseur au niveau de la réception au cas où quelqu'un arriverait pendant que je retournais derrière le comptoir. Les portes s'ouvrent et ils sont là, tous les 2, debout, avec cette attitude faussement détendue qu'ont les gens qu'on surprend juste après leur premier baiser. Ils me regardent comme des dodos pris en flagrant délit. En reliant ça aux traces trouvées en bas, j'ai compris qu'ils avaient baissé dans l'ascenseur. Après être montés puis redescendus, ils sont sortis de l'hôtel et ont commencé à baiser sur le trottoir, juste là, au bord de la route. Il était environ 4 ou 5 heures du matin. Et honnêtement, c'est là que j'ai craqué. Comme je connaissais le nom et le visage du type, j'ai créé un faux compte Facebook et je l'ai retrouvé. J'ai ensuite réussi à trouver la femme aussi parmi ses amis, grâce à sa photo de profil. Elle ressemblait exactement à ce que j'avais vu. En fouillant ses photos publiques, j'ai trouvé une photo de famille où j'ai reconnu l'épouse, qui était identifiée dessus. À partir de là, je suis allé sur le compte de la femme et je lui ai écrit pour lui dire que son mari la trompait avec cette femme précise, et que je les avais vus baiser sur le trottoir devant l'hôtel. Je l'ai fait aussi pour me couvrir au cas où. J'en ai parlé à l'un des 2 managers présents ainsi qu'aux collègues qui prenaient la relève. Les 2 étaient d'accord avec moi.
Pendant que je dormais, le type est effectivement revenu furieux. L'autre manager, à qui je n'avais rien dit, ne comprenait rien, mais celui à qui j'avais parlé m'a soutenu. C'était le bon, celui en qui je pouvais vraiment avoir confiance. C'était un boulot où, globalement, plus on montait en grade, moins on avait de neurones. Bref, j'ai été convoqué, j'ai eu droit à un sérieux rappel à l'ordre et à une menace de licenciement par le manager qui ignorait tout. Ensuite, l'autre manager lui a expliqué ce que j'avais fait après s'être occupé du client. Personne ne voulait bosser à ce poste et on n'était que 3 alors que le minimum était 4, donc je n'avais pas vraiment peur d'être viré. Les 2 managers étaient là. Le bon parlait surtout par principe, tandis que l'autre semblait sincèrement contrarié par toute l'histoire, même après que j'ai tout expliqué. Donc oui, l'un de mes managers n'avait aucun problème avec ce genre de tromperie. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Le manager naïf m'a même demandé si mon but était de détruire leur famille. Ma réponse intérieure était simple. Les types comme ça ne méritent pas la famille qu'ils ont. Je m'étais bien éclaté un vendredi soir et vers minuit je suis rentré chez moi comme un animal blessé avant de m'effondrer sur mon lit. Un temps indéterminé plus tard, je suis tiré de ma torpeur alcoolisée par des coups furieux contre la porte de ma chambre. Je me lève en titubant et j'ouvre la porte. Devant moi se tiennent 4 personnes que je n'avais jamais vues. 3 d'entre elles étaient entièrement rouges, le visage, les vêtements, les mains, les chaussures, et la 4e était un ambulancier. Je reste figé, la bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson rouge sans qu'aucun son ne sorte. Ces inconnus me disent que « elle » est désormais sous ma responsabilité, puis s'en vont. Ma colocataire était sortie et s'était encore plus bourrée que moi. Elle n'avait pas réussi à monter les 3 étages et s'était évanouie à moitié dans l'entrée de notre immeuble. Les personnes couvertes de rouge l'ont trouvée et ont appelé une ambulance. Le lendemain, il y avait de la peinture rouge sur chaque interrupteur de la maison. Je viens de Hong Kong et j'ai moins de 20 ans aujourd'hui. Cette histoire remonte à plusieurs années, mais elle me revient souvent en tête parce qu'elle m'a profondément troublé. Quand j'y repense, j'ai encore l'impression que quelque chose ne collait pas, comme si on avait essayé de nous raconter une version arrangée de la réalité. Il y a 4 ans, ma famille a accueilli une étudiante italienne dans le cadre d'un échange. Elle vivait chez nous, mangeait avec nous, partageait notre quotidien. On s'est beaucoup attaché à elle et avec le temps, elle est presque devenue un membre de la famille. 2 ans plus tard, nous avons décidé de lui rendre visite en Italie. C'était la première fois que je mettais les pieds dans ce pays et j'étais très curieux de découvrir sa culture, ses villes, ses traditions. Quand nous sommes arrivés dans sa ville natale, elle nous a fait visiter les endroits importants pour elle. Un jour, elle nous a emmenés dans une église locale. Ce n'était pas une grande cathédrale touristique, mais une église ancienne, discrète, que les habitants connaissaient bien. L'ambiance y était calme, presque figée dans le temps. Les murs étaient épais, l'air frais, et tout semblait chargé d'histoire. Les responsables de l'église ont rapidement remarqué que nous étions chinois. Apparemment, nous étions les premiers visiteurs chinois à entrer dans cet endroit. Cela a suscité beaucoup de curiosité. Après quelques discussions, ils ont décidé de nous montrer quelque chose de spécial. Ils ont parlé d'un livre mystérieux qu'ils avaient découvert il y a très longtemps. Selon eux, ce livre aurait été retrouvé au XVe siècle, après un tremblement de terre qui aurait endommagé une partie de l'église. Quand ils ont sorti le livre, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas un objet ordinaire. Il était ancien, jauni, soigneusement conservé. En le regardant de plus près, j'ai été immédiatement frappé. Je pouvais lire les caractères sans difficulté. C'était une Bible en chinois. Pas une traduction approximative ou symbolique, mais un texte clairement imprimé en chinois traditionnel. À ce moment-là, quelque chose m'a paru étrange, même sans avoir encore fait de recherche. Ils nous ont autorisés à prendre des photos du livre. De retour chez nous, j'ai montré ces images à un ami qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et à l'imprimerie. Ensemble, nous avons commencé à faire des recherches. Très vite,
nous avons trouvé des incohérences. Le style d'impression, la police, le type de papier correspondait à des publications du XIXe siècle. Plus précisément, tout indiquait que cette Bible avait été imprimée à Hong Kong en 1865. Ce n'était pas tout. En fouillant davantage, nous avons aussi vérifié les archives historiques de la région. Aucun tremblement de terre n'avait été enregistré près de cette église après cette période. L'histoire racontée par l'église ne tenait pas. Je ne sais pas s'ils avaient été mal informés, s'ils répétaient une légende locale, ou s'ils embellissaient volontairement la vérité. Mais le décalage entre leur récit et les faits était impossible à ignorer. 2007, vacances à Londres. Je suis dans un club appelé Fabrique avec un ami, on profite de la bonne musique et de l'ambiance. On a tous les deux pris des pilules et de la MDMA, et ça a commencé à monter assez vite. Complètement défoncé, je vais au centre de la piste de danse et je vois une fille vraiment très mignonne danser à côté de moi. Je m'approche d'elle et on commence à danser ensemble. On se rapproche, on s'embrasse. Il faisait très chaud dans le club et, sorti de nulle part, elle m'enlève mon t-shirt, puis enlève le sien aussi, me laissant torse nu et elle juste en soutien-gorge. Je me sentais un peu bizarre, mais j'étais tellement high que j'ai suivi le mouvement. Bref, on continue à danser et à s'embrasser quand, environ 10 minutes plus tard, elle me chuchote soudain à l'oreille « Excuse-moi, qui es-tu » Complètement interloqué, je réponds « Quoi ?» Elle répète « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais avec moi ?» Je suis toujours super confus et je dis « Mais, on danse ensemble depuis au moins 20 minutes. » Là, elle se rend compte qu'elle n'a plus de t-shirt et qu'elle est juste en soutien-gorge, et elle commence à paniquer et à crier « Qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi je n'ai plus de t-shirt ?» En fait, elle avait eu un blackout total sur les 30 dernières minutes, elle aussi sous MDMA, et moi je me retrouvais là, sans t-shirt, avec une cinquantaine de personnes en train de me regarder. J'étais mort de trouille que quelqu'un me tombe dessus en pensant à une tentative de viol ou un truc comme ça. J'ai remis mon t-shirt immédiatement et je me suis barré le plus vite possible. C'était un truc complètement surréaliste qui m'a retourné le cerveau pendant des jours. Il y a environ 3 ans, juste après le lycée, 3 amis et moi sommes partis faire du trekking en Islande. On avait passé presque toute la semaine à dormir sous une tente, à lutter contre le vent et la pluie, alors pour le dernier week-end on a décidé de se faire plaisir. On a réservé un Airbnb en ville, histoire de prendre une vraie douche, dormir dans un vrai lit et se sentir un peu humain avant de rentrer. L'appartement en lui-même était plutôt sympa au premier abord. Bien situé, propre, rien de vraiment suspect. Mais très vite, un détail nous a mis mal à l'aise. Les murs étaient couverts de peintures vraiment étranges. Pas juste des trucs abstraits ou sombres, mais des tableaux franchement dérangeants. Des visages déformés, des scènes violentes, des regards qui te suivent quand tu traverses la pièce. On en a rigolé au début, en se disant que le propriétaire devait être un artiste un peu perché, mais l'ambiance restait lourde, presque oppressante. On n'était jamais totalement détendu dans cet endroit. Il y avait aussi une pièce fermée à clé. Une porte qu'on n'a jamais vue ouverte pendant tout le séjour. On a posé la question une fois au propriétaire, qui a éludé avec une réponse vague, disant que c'était du rangement personnel. On n'a pas insisté. De toute façon, on n'avait pas envie de savoir ce qu'il pouvait bien cacher derrière, vu le reste de la déco. Le dernier jour, 2 de mes amis sont partis rendre une tente que nous avions empruntée au propriétaire. Elles sont passées à l'appartement pendant que nous, on attendait ailleurs avec les sacs. Le mec n'était pas là, mais sa copine oui. Apparemment, elle ne savait pas trop quoi faire ni quoi dire. Et surtout, elle a laissé la fameuse pièce fermée complètement ouverte. Elle n'a pas compris, ou pas réalisé, qu'elle venait de révéler quelque chose qui n'aurait jamais dû être visible, encore moins après avoir hébergé 4 juifs pendant plusieurs jours. La pièce était remplie d'objets nazis. Pas un ou 2 trucs ambigus, non. Des croix gammées partout, des portraits d'Hitler, des drapeaux, des livres, des symboles affichés sans aucune retenue. C'était une véritable pièce de culte,
glaciale et écœurante. Mes amis ont raconté que leur sang s'était littéralement figé. Elles n'arrivaient pas à croire ce qu'elles voyaient. La peur a pris le dessus sur tout le reste. Elles ont quand même réussi à prendre quelques photos, les mains tremblantes, avant de sortir de là en courant. Elles n'ont rien dit à la copine, n'ont pas cherché à comprendre. Elles ont juste fui. Quand elles nous ont retrouvés et montré les images, personne n'a parlé pendant un long moment. Tout ce qu'on voulait, c'était quitter ce pays au plus vite et oublier cet endroit. Cette histoire a besoin d'un peu de contexte pour comprendre à quel point je l'ai vécue comme quelque chose de surréaliste. Je viens d'un milieu assez protégé, d'une toute petite ville majoritairement chrétienne apostolique, je ne le suis pas. Environ en classe de 4e, mes parents ont divorcé et ma mère a déménagé dans une ville un peu plus grande. J'ai commencé à me faire des amis qui n'étaient pas aussi sages que ce à quoi j'étais habitué. Lors de ma toute première soirée chez quelqu'un, l'été de cette même année, j'ai rencontré un gars surnommé Punk Rock Rob. Petite parenthèse, il avait l'habitude de sortir son sexe à tout bout de champ et, encore aujourd'hui, je peux dire que c'était le plus gros que j'ai jamais vu, c'était presque caricatural. Quelques mois plus tard, un ami et moi avons décidé de nous faufiler chez une fille pour y passer la nuit. Ses parents nous ont surpris en train d'entrer et nous ont évidemment virés. Nous voilà donc dehors, en pleine ville, en hiver, sans aucun endroit où aller. Impossible d'appeler nos parents puisque nous avions raconté le cliché habituel, chacun disant qu'il dormait chez l'autre. C'est à ce moment-là que nous avons repensé à Punk Rock Rob, qui était plus âgé que nous et travaillait au Jimmy John's un peu plus loin. On y est allé pour lui demander de nous ramener chez nous. À la place, il nous a proposé d'aller dans une ville encore plus grande, chez un de ses amis, pour faire la fête. Venant d'une petite ville, l'idée d'aller en ville me paraissait excitante. Il nous a conduits dans le ghetto, chez son soi-disant ami, et c'est là que j'ai vécu la nuit la plus folle de ma vie. Apparemment, sans que nous les gamins le sachions, Punk Rock Rob faisait partie d'un gang de suprémacistes blancs. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise immédiatement, mais je n'avais pas vraiment le choix, c'était lui notre moyen de transport et nous étions coincés. Ils nous ont fait boire plus que je n'ai jamais bu avant ou depuis ce jour-là. En plein milieu du quartier, ils chantaient à tue-tête la chanson d'American History X, celle que chante le type dans le camion de glace, au beau milieu du quartier. Cette nuit-là, j'ai été poursuivi dans le quartier avec un tasé. L'un d'eux m'a volé mes chaussures. On a fini par s'évanouir dans cette maison au hasard. Quand on s'est réveillé, Punk Rock Rob avait disparu. Nous étions donc chez des néo-nazis parfaits inconnus, sans moyen de rentrer. Je devais être à la maison quelques heures plus tard pour aller avec ma famille faire ma photo avec le Père Noël, ce qui donne une bonne idée du décalage entre mon éducation protégée et ce que je venais de vivre. Je pensais que j'allais devoir appeler ma mère très chrétienne pour qu'elle vienne nous chercher dans un repère de gang néo-nazis au milieu du quartier. Heureusement, un autre ami à nous qui pouvait conduire a accepté de venir nous récupérer, et cette situation a été évitée. Mais cette nuit-là a profondément changé ma façon de voir le monde. La nuit la plus terrible et la plus surréaliste de ma vie. Quand mes nièces avaient environ 6 et 8 ans, elles avaient un rat domestique nommé Spider-Man. Spider-Man était très vieux pour un rat et avait des problèmes de tumeur. Il couinait de douleur par intermittence toute la nuit, et mon frère m'a demandé de l'emmener chez le vétérinaire pour voir s'il y avait quelque chose à faire pour soulager sa souffrance. Je vivais avec mon frère à l'époque et j'étais fatigué des cris constants, alors j'ai dit d'accord. Donc, mes nièces et moi avons emmené Spider-Man chez le vétérinaire. Dans la salle d'attente, Spider-Man couinait quasiment sans arrêt. Après une dizaine de minutes, le vétérinaire nous fait entrer dans la salle d'examen. Il sort Spider-Man de la cage et commence à le palper, le toucher et l'examiner, tout en nous disant qu'il n'avait jamais soigné de rat auparavant. Il nous explique qu'à ce stade, il n'y avait rien à faire pour Spider-Man et que la meilleure option serait l'euthanasie. Il ajoute qu'une manière simple et peu coûteuse de mettre fin à la vie d'un rat serait de le placer dans un récipient en plastique avec du bicarbonate de soude et du vinaigre afin qu'il s'asphyxie rapidement. Pendant qu'il explique tout ça, Spider-Man,
toujours dans la main du vétérinaire, mord violemment son index. Le vétérinaire crie « putain de merde » et secoue sa main, projetant Spider-Man contre le mur et le tuant sur le coup. Il y a un moment de silence totalement abasourdi, puis mes nièces se mettent à hurler et à pleurer. Le vétérinaire commence à s'excuser abondamment et finit par leur donner plein de peluches qu'il avait dans son cabinet, ainsi que divers accessoires pour leurs chiens et leurs chats à la maison. Bien entendu, la visite ne nous a pas été facturée. Je vais toujours chez ce même vétérinaire pour mes animaux 15 ans plus tard, et il n'en a jeté aucun contre un mur depuis. Repose en paix, Spider-Man. J'avais 7 ans et j'étais sur un vol de nuit entre Los Angeles et New York, au début des années 80. Nous étions bloqués au sol et l'avion n'allait nulle part depuis des heures. Nous étions en train d'être détournés. Je me souviens que mes parents et tout le monde étaient très silencieux. Un homme devant nous pleurait et paniquait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mes parents devaient garder ma petite sœur et moi occupés et silencieux pendant que tout cela se passait. C'est à ce moment-là que mon père m'a appris le jeu de main, voici l'église, voici le clocher, on ouvre et voici les fidèles. Nous avons joué à ça pendant très longtemps. Heureusement, nous n'avons jamais décollé tant que la situation n'a pas été réglée. Nous avons dû attendre que le FBI contrôle tout le monde. Nous sommes restés bloqués au sol pendant des heures avant de pouvoir enfin décoller. Voici l'article de presse. 28 octobre 1982. Une tentative de détournement échoue à l'aéroport de Los Angeles. Un homme armé d'un couteau a tenté aujourd'hui de détourner un avion gros porteur de la compagnie Trans World Airlines qui s'apprêtait à décoller avec 97 passagers à bord, mais un adjoint du shérif hors service lui a arraché l'arme et l'a poussé hors de l'appareil. William Hoffman, 25 ans, arrêté pour enquête pour tentative de détournement, a été blessé lors d'une chute de 20 pieds sur le tarmac de l'aéroport international de Los Angeles. Son état était jugé stable, avec des blessures à la tête et à la hanche, dans l'aile carcérale du centre médical du comté et de l'Université de Californie. Denny Robinson, 23 ans, élève à l'académie du shérif du comté de Los Angeles, rentrait chez lui à Alton, dans l'Illinois. Il a affronté le pirate de l'air à bord du vol 72 à destination de Saint-Louis vers 0h40, a déclaré l'officier Victor Flore de la division aéroportuaire de la police. Une fois, ma copine et une de ses amies, appelons-la Molly, traînaient ensemble chez elle et ont commandé une pizza. Une autre amie devait les rejoindre un peu plus tard, appelons-la Anne. Il neigeait ce soir-là, avec environ 2 ou 3 cm de neige fraîche au sol. Rien d'extrême, mais suffisamment pour que chaque pas laisse une trace bien nette. La pizza arrive sans problème. Le livreur est plutôt normal en apparence, un peu trop bavard peut-être. Il leur pose des questions banales. Ce qu'elles font de leur soirée, si elles traînent avec leurs copains, ce genre de choses. Elles sont un peu défoncées, un peu fatiguées, et ne se posent pas trop de questions sur le moment. Elles prennent la pizza, ferment la porte, et retournent à leur soirée. Environ 20 minutes plus tard, Anne arrive à son tour. Elle entre toute souriante et lâche un truc du genre trop bien, j'arrive pile à temps pour la pizza. Là, ma copine et Molly se regardent, un peu confuses. Elles lui répondent que non, la pizza est arrivée il y a bien 20 minutes. Anne insiste. Elle est certaine de ce qu'elle a vu. Elle dit qu'elle vient littéralement de voir le livreur repartir en voiture quand elle est arrivée. L'ambiance change instantanément. Elles sortent toutes les trois pour vérifier. Et là, elles voient les traces. Des empreintes de pas dans la neige, tout autour de l'arrière de la maison, là où se trouvait leur appartement. Des allers-retours. Des zones piétinées juste sous les fenêtres, comme si quelqu'un était resté planté là un bon moment. Pas juste un passage rapide. Des endroits où la neige était complètement écrasée, indiquant clairement que quelqu'un avait attendu. Le livreur n'était donc pas simplement parti après avoir livré la pizza. Il était resté. Il avait fait le tour. Il s'était tenu sous leur fenêtre. Pendant au moins 20 minutes. À ce moment-là,
toutes les petites questions qu'il avait posées plus tôt prennent un tout autre sens. Est-ce que vous êtes avec vos copains ce soir? Vous êtes seul? Vous faites quoi après? Sur le moment, ça paraissait anodin. Maintenant, c'était glaçant. Elles étaient trop sous l'effet de la weed et trop choquées pour appeler la police. Elles ont juste verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux, et passé le reste de la soirée à se sentir observées, le cœur battant au moindre bruit. Avec le recul, c'est ce qui rend l'histoire encore plus dérangeante. Il n'a rien fait de plus. Il n'a pas essayé d'entrer. Il n'a pas frappé. Il a juste attendu. Et parfois, c'est encore pire. Parce que ça laisse une seule question en suspens. Qu'est-ce qu'il espérait exactement? C'est une très longue histoire, mais la coïncidence est absolument incroyable. Je viens d'une toute petite province des Philippines et j'ai décidé d'aller travailler à Manille juste après l'université, vers 2007. J'ai été embauché dans un centre d'appel et je m'y suis fait beaucoup d'amis. J'y suis resté environ 2 ans, mais le travail de nuit n'était vraiment pas fait pour moi. Avançons jusqu'en 2013. Ma mère, veuve et restée dans la province, a rencontré un Français par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils se sont plu, puis ont fini par se fiancer en 2014 et se marier peu après afin de pouvoir s'installer en France. Pendant qu'ils préparaient leur départ, j'ai posté un message sur les réseaux sociaux pour demander s'il y avait des contacts philippins en France qui pourraient aider ma mère à bien s'adapter. Une ancienne collègue du centre d'appel à Manille, des années auparavant, m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle avait une amie philippine, appelons-la Rowena, qui vivait en France depuis plus de 20 ans et qui pourrait peut-être aider ma mère. J'ai donc dit à ma mère d'ajouter Rowena sur Facebook et de prendre contact avec elle. Elles l'ont fait et ont commencé à discuter. Un jour, ma mère était en appel Skype avec elle. Elle parlait de leur mari quand ma mère a sorti et montré une vieille photo de son mari datant de l'époque où il était à l'université. Une photo ancienne où il était assis sur un canapé avec son meilleur ami de l'époque, qu'il n'avait plus revu depuis la fin de leurs études. Les opportunités de carrière à l'étranger et l'absence de téléphone portable à l'époque les avaient éloignés. Dès que Rowena a vu la photo, elle a eu un sursaut. « C'est mon mari à côté de ton mari », a-t-elle dit. Elle est alors allée en toute hâte dans son bureau et a sorti exactement la même photo que son mari avait conservée toutes ces années. Après le choc et les larmes, 2 meilleurs amis perdus de vue ont pu se retrouver et rattraper près de 40 ans de séparation. Ça vient littéralement de se produire il y a quelques heures, pendant que je travaillais aux urgences d'un hôpital. Un type débarque à l'accueil avec son ami, clairement en overdose d'opiacés. Il l'a quasiment porté jusqu'à la zone d'enregistrement. La sécurité prend immédiatement le relais et l'emmène sur un brancard vers une salle. Le patient est bleu. Littéralement bleu. Il ne respire absolument pas tout seul. 0 effort respiratoire. On le transfère du brancard au lit de la salle de soins. L'équipe arrive vite. Plusieurs infirmières, le médecin, et moi. Je suis ambulancier de formation, donc je commence à poser une perfusion pendant que les autres évaluent la situation. Tout va très vite, mais tout est aussi très méthodique. On est concentré, en mode automatique, comme toujours dans ce genre de situation critique. Et là, au milieu de tout ça, j'entends une infirmière dire, d'un ton à la fois sérieux et légèrement perplexe. « Qu'est-ce que c'est que ce truc très gros et très rond dans son pantalon ?» Sur le moment, mon cerveau met une seconde à traiter l'information. Je continue ce que je fais, en me disant que ça doit être un téléphone, ou un objet quelconque. L'infirmière commence à lui enlever le pantalon pour vérifier, et là, surprise totale. Le mec avait une pomme de terre congelée. Une vraie pomme de terre, dans un sac plastique. Posée directement sur son pénis. Aucune idée du pourquoi. Aucune envie de poser la question sur le moment. Il y a des mystères qui n'ont pas besoin d'être résolus, surtout quand un patient est en arrêt respiratoire. Mais je peux dire une chose avec certitude. En 5 ans de carrière, je n'avais jamais vu ça.
Voici une histoire à propos de Rahan. Quand j'étais à l'université, j'étais un gros fumeur de weed, je le suis encore un peu. Le campus était près de Philadelphie et un jour j'ai décidé d'aller en ville, de me balader un peu, de me faire couper les cheveux, le tout complètement défoncé. Après avoir exploré un moment, je décide de rentrer parce qu'il se fait tard et que le métro ferme. Je suis perdu, je ne sais pas du tout où je suis ni comment rentrer là où je dois aller. Je demande à quelqu'un de m'indiquer la bonne direction. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Je m'adresse à un type au hasard qui a l'air à l'aise, posé. C'était un homme noir, avec une casquette et un sweat à capuche, environ 1m70, une trentaine d'années. Il me dit de le suivre, qu'il va dans la même direction. Je dis d'accord et je le suis. En discutant, il se présente sous le nom de Rahan. Je dis « Ron ?» Il répond « Non, Rahan, comme le Coran. » Je dis « Ah ok. » Et on continue. Dans le métro, il me raconte qu'il étudie l'informatique. Je lui dis que moi je fais des études de communication et il trouve ça cool. Quand on approche de mon arrêt, il me demande où je descends. Je lui dis, et il me répond qu'il descend au même endroit. C'est là que ça devient un peu bizarre, quand il commence à me parler d'aller à une fête avec moi. Il me dit son âge, et ça se voyait clairement qu'il était plus vieux. Je me dis qu'il m'a rendu service, alors pourquoi ne pas lui rendre l'appareil? Je lui dis que je vais voir ce que je peux faire. Quand on sort, il m'achète une grande bière puis me dit qu'il doit passer un coup de fil. On attend un peu et une voiture noire arrive. Il me dit d'attendre et monte à l'arrière. Il y a une dispute, puis il ressort en donnant des coups à la femme assise à côté de lui, avant de claquer la porte et de crier « Salope ». Là, je commence à être un peu mal à l'aise. On s'assoit sur un perron pour boire nos bières et il interpelle les filles de mon âge qui passent. À ce moment-là, je me demande vraiment si je dois aller plus loin. Je me dis qu'il ne peut pas être complètement mauvais, il a peut-être juste frappé une femme, mais il m'a aidé, je lui dois bien ça. Je l'emmène sur le campus et je l'inscris à l'entrée. S'il cause des dégâts, ce sera de ma faute. On va dans ma chambre et je sors de la weed. On fume ensemble, il participe, tout se passe normalement. Je décide ensuite de le présenter à mes amis. Quand ils le voient, ils paniquent, ils le fixent, puis me regardent, puis se regardent entre eux. Rahan répète toute la soirée, elle est tout la fête? Moi je me dis que jamais je ne l'emmènerai à une fête, hors de question. Je dis au revoir à mes amis et on retourne dans ma chambre. On traîne un peu, puis il voit mon ordinateur et propose de m'aider à enlever des virus. Je dis pourquoi pas, il ne marche pas très bien. Il m'aide vraiment et nettoie tout. Puis il redemande où est la fête. Je me dis que c'est la fin de l'histoire avec Rahan. On sort du campus et je fais semblant de prendre des directions, vers des fêtes, avant de rentrer chez moi. Il me dit qu'il a passé un super moment et qu'il me rappellera, et que si j'ai besoin de lui je peux le contacter. Je dis ok, cool. Quand je retrouve mes amis, ils ont tous eu peur pour ma vie. C'était drôle, ils avaient totalement raison d'avoir peur. J'avais été incroyablement idiot et trop confiant. À l'époque, j'avais fait comme si de rien n'était en disant qu'il était sympa, mais au fond je savais que Rahan était un peu dérangé. Quelques semaines plus tard, il m'appelle pour me demander si je veux traîner avec lui. Je dis non. Quelques semaines après ça, il m'appelle encore et me propose de me vendre des pilules. J'ai poliment refusé. Je me suis retrouvé dans une bagarre à coups de poing avec un type déguisé en charmeur de serpent, et rien que cette phrase me fait encore rire nerveusement quand j'y repense. Il était habillé uniquement d'un pagne et d'un turban, vraiment le cliché complet. Moi, de mon côté, j'étais déguisé en Marilyn Monroe. Robe blanche, perruque blonde, faux seins. Oui, je suis un mec. Et oui, j'avais tout donné pour le costume. Tout ça s'est passé devant le Chinese Theatre à Los Angeles. L'endroit est déjà complètement surréaliste de base, avec tous les artistes de rue, les touristes, les déguisements improbables.
On était en visite là avec des amis et on avait remarqué que plein de gens se déguisaient pour prendre des photos avec les touristes contre quelques dollars. On s'est dit que ce serait marrant de faire pareil, juste pour le délire. Un de mes potes était déguisé en Elvis Presley, combinaison, lunettes, tout le package. Apparemment, c'est là que les problèmes ont commencé. Le charmeur de serpent était furieux parce qu'il estimait que mon ami Elvis empiétait sur son espace de performance. Un territoire invisible mais manifestement très sérieux. Les tensions sont montées, les voix aussi, et à un moment donné, ça a dégénéré. Sauf que le détail important, c'est que j'étais complètement noir de chez noir. Alcoolisé au point de ne plus avoir aucun souvenir direct de ce qui s'est passé ensuite. Ce que je sais, je le tiens uniquement des témoins. D'après ce qu'on m'a raconté, une bagarre a éclaté. On aurait chacun lancé un coup. Le sien a touché. Le mien, non. Moi, après avoir pris le coup, j'aurais eu l'air un peu perdu, confus, comme si mon cerveau essayait de comprendre pourquoi Marilyn Monroe venait de se faire frapper par un charmeur de serpent à Hollywood. Puis je serais simplement parti en marchant, sans vraiment réaliser ce qui venait de se passer. Donc non, je n'ai pas gagné ce combat. Clairement pas. Et honnêtement, vu la tenue, l'état d'ébriété et l'adversaire, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu une version de cette histoire où je pouvais gagner. Le plus absurde dans tout ça, c'est que je n'étais même pas un artiste de rue. Je n'essayais pas de gagner de l'argent ou de voler le boulot de qui que ce soit. J'étais juste un touriste déguisé, pensant que ce serait fun de faire des photos avec des inconnus. Et ça s'est terminé par une bagarre dont je n'ai aucun souvenir, impliquant Marilyn Monroe, Elvis Presley et un charmeur de serpent à moitié nu. Je vivais sur une grande propriété. Vraiment grande. Au fond du terrain, le long de la clôture arrière, je faisais pousser de la weed. On avait aussi des moutons. Une cohabitation pas forcément idéale, mais jusque-là, tout se passait bien. Un jour, je rentre à la maison et là, gros moment de bug. Mes 4 plants, à peu près à hauteur d'épaule, ont complètement disparu. Plus rien. Pas cassé, pas mâchouillé. Juste absent. Et en avançant un peu plus, je découvre la scène. Tous les moutons. Absolument tous. Étalés sur la terrasse arrière. Allongés. Inertes. Comme s'ils étaient morts. Panique totale. Je mets quelques secondes à comprendre qu'ils respirent encore. Ils sont juste complètement défoncés. Et là, je regarde l'heure. J'ai environ 15 minutes avant que ma mère rentre à la maison. 15 minutes pour faire disparaître une terrasse remplie de moutons stone comme jamais. Je ne réfléchis même pas. Je passe en mode survie. Je vais chercher la remorque de la tondeuse et je commence à les charger un par un. Ces bestiaux sont lourds, mous, totalement coopératifs parce qu'ils sont incapables de comprendre ce qui se passe. Je les soulève, je les traîne, je les empile presque. Direction l'arrière du terrain, derrière le cabanon, hors de vue. Je transpire, je stresse, je parle tout seul comme un débile. Je finis juste à temps point et ma mère rentre et elle ne remarque rien. Pas un mouton suspect. Pas une trace. Je fais comme si de rien n'était, le cœur qui bat encore à 100 à l'heure. 2 semaines passent. Un jour, totalement calmement, elle me demande ce qu'il est arrivé à mes plantes au fond du jardin. Celles le long de la clôture. Puis elle ajoute en rigolant. Les moutons les auraient mangées ou quoi? Je la regarde et je réponds simplement oui. Elle éclate de rire. Fin de l'histoire. À ce jour, je ne sais toujours pas si elle savait exactement ce qui s'était passé ou si elle a vraiment cru à cette version. Mais les moutons ont survécu, ma mère n'a jamais fait le lien sur le moment, et moi, j'ai appris une chose très importante. Les moutons adorent la weed. Et ils ne savent absolument pas gérer leur dosage. Fin 2017, j'ai lu ici sur Reddit l'histoire d'une fille qui avait pris du LSD tous les week-ends pendant 10 mois d'affilée. Quelques mois plus tard, j'ai fait mes premiers trips.
À un moment en décembre, j'ai mis la main sur une feuille entière et j'ai décidé de faire encore plus fort qu'elle en tripant pendant une année entière. Et 2018 a été cette année-là. Tous les week-ends, et même parfois plus. J'en ai tenu un registre. 72 trips à l'acide et 26 microdoses. Une dose moyenne de 168 microgrammes par trip. Un maximum de 480 microgrammes. Un total de 12,5 mg de LSD consommé. Environ 10% de l'année passée dans différents états de psychédélisme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a aidé à m'ouvrir et à être plus émotionnel, ça m'a aidé à perdre ma virginité, ça a lancé une relation amoureuse qui a duré 4 mois, ça m'a motivé à faire du sport pour ne pas prendre de poids, ça m'a donné des niveaux d'euphorie tellement intenses que, sur le moment, je me disais que j'étais peut-être l'être humain le plus heureux de la planète. J'ai aussi appris à faire du poids, passé beaucoup de temps à réfléchir à mes études et développer un intérêt pour les neurosciences. Qu'est-ce que ça n'a pas fait? Ça n'a pas guéri mon syndrome d'Asperger, ça n'a pas fondamentalement changé ma personnalité, ça ne m'a pas aidé à arrêter les jeux vidéo ou Reddit à outrance, ça n'a pas remplacé l'Adral pour me concentrer, et ça ne révèle absolument pas les secrets de l'univers ou toutes ces conneries de hippies. Quels effets durables ça a eu? Eh bien, j'ai beaucoup plus de mal à ressentir de l'anxiété pour quoi que ce soit. Les situations sociales ne sont plus stressantes et je ne me surprends plus à m'inquiéter constamment de catastrophes improbables ou de scénarios absurdes. À part pour les hauteurs. J'ai toujours une phobie intense du vide. J'ai aussi développé une aversion pour les choses mauvaises et cyniques, car Against Humanity n'est plus aussi drôle, et j'ai plus de mal que jamais à être trompeur ou malhonnête. J'ai également acquis la capacité de légèrement triper à volonté en étant sobre. Si je fixe quelque chose assez longtemps, les effets visuels que l'on ressent normalement sous LSD recommencent à apparaître. Ils sont loin d'être aussi intenses, l'état mental n'est pas là, et ça disparaît dès que je reporte mon attention sur autre chose. Ça fait plus de 2 semaines depuis mon dernier trip, et 1 mois depuis le dernier vrai. Je me sens aussi normal que jamais, pour le meilleur comme pour le pire. L'année dernière, j'ai pris la route jusqu'à Las Vegas avec un plan très précis en tête. Je devais y travailler sur un festival de musique, puis laisser ma voiture chez un ami et prendre l'avion pour Auckland. Là-bas, l'idée était de louer une voiture, de monter jusqu'à Napa pour bosser sur un autre festival, puis de reprendre un vol pour Vegas avant de redescendre en voiture jusqu'à Los Angeles. Sur le papier, tout était parfaitement organisé. Dans la réalité, absolument rien ne s'est passé comme prévu. J'ai raté mon vol pour Auckland de 20 minutes. Pas 1 heure. Pas une demi-heure. 20 minutes. Juste assez pour que ce soit irréversible. Comme si le timing s'était ligué contre moi. Et évidemment, comme si ça ne suffisait pas, ma voiture a commencé à avoir un gros problème mécanique le même jour. Un vrai problème, pas un truc que tu peux ignorer en croisant les doigts. J'ai dû trouver en urgence un garage prêt à la prendre au dernier moment, sans rendez-vous, en expliquant à moitié paniqué que j'étais censé être dans un avion. Une fois ça réglé, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus aucun vol pour la région ce jour-là. Aucun. Plus rien vers Auckland, San Francisco, Sacramento. J'étais coincé. Fatigué, stressé, avec un planning qui s'effondrait minute après minute. J'ai passé un long moment à rafraîchir des pages, à appeler des numéros, à regarder des cartes comme si ça allait faire apparaître une solution magique. Finalement, j'ai trouvé un vol pour Fresno. Pas du tout là où je devais aller, mais c'était la seule option. J'ai pris ce vol, puis une fois arrivé, j'ai commandé un lift jusqu'à une gare Amtrak. De là, j'ai pris un train de 3 heures pour Auckland. 3 heures à fixer le paysage, à répondre à des messages de boulot, à expliquer que oui j'arrivais, mais non je ne savais pas exactement quand. Arrivé à Auckland, j'ai appelé un Uber pour aller récupérer la voiture que j'avais louée sur Turo. À ce stade, tout me paraissait irréel, comme si j'étais dans une sorte de jeu où chaque étape débloquait la suivante. Une fois enfin au volant, j'ai pris la route pour Napa. Il faisait nuit noire. J'étais épuisé, mais encore sous adrénaline.
Je suis arrivé à Napa à 1h du matin. À 9h, le lendemain, je commençais à travailler. Quand j'y repense, je ne sais toujours pas comment tout s'est enchaîné sans que je craque complètement. Ce n'était pas héroïque, ni agréable, ni impressionnant sur le moment. C'était juste une succession de décisions prises en mode automatique, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix. J'étais vidé, rincé, mais présent. Et parfois, c'est déjà beaucoup. Quand j'avais 8 ans, j'étais à Bangkok, en Thaïlande, avec ma famille. Un soir, on se promenait dans le quartier rouge, de nuit. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que ça impliquait, mais aujourd'hui je sais très bien de quoi il s'agit. Des bordels partout, des gangs, une criminalité omniprésente, et une réputation très sombre liée aux enlèvements d'enfants. Sur le moment, pour moi, ce n'était qu'un endroit bruyant, coloré, étrange. Mon père marchait un peu devant nous. Je me souviens avoir décidé de le rejoindre et d'accélérer le pas pour être à sa hauteur. Puis, à un moment donné, je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas exactement quand ça s'est produit. Une seconde il était là, la suivante non. Et comme un enfant le ferait, j'ai continué à avancer, persuadé que j'allais le rattraper. Je marchais. Encore et encore. Jusqu'à ce que je réalise que je ne reconnaissais plus rien. Que je ne voyais plus personne de ma famille. Que j'étais seul. Il faut imaginer la situation. J'étais un petit garçon blanc, blond, aux yeux bleus, totalement identifiable, complètement perdu, au cœur de l'un des endroits les plus dangereux du pays. Un lieu connu pour être un enfer pour les enfants vulnérables. À cet âge-là, je n'avais pas les mots pour comprendre le danger, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Le bruit, les regards, l'agitation autour de moi. Tout était trop grand, trop intense. À un moment, je me suis arrêté devant un spectacle de rue. Un bébé éléphant qui faisait des tours, attirant une petite foule. C'est ce qui m'a immobilisé. Je regardais, fasciné, essayant peut-être inconsciemment de me raccrocher à quelque chose de normal. De rassurant. Je ne pleurais pas encore. J'étais juste figé, observant. Et puis, soudainement, mon père est apparu. Il a littéralement traversé la foule en courant. Je me souviens très clairement de son visage. Les larmes qui coulaient. La panique totale. Il m'a attrapé, serré contre lui, comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau si jamais il me lâchait. À cet instant-là seulement, j'ai compris que quelque chose de grave venait d'être évité. J'étais en sécurité. Rien ne m'était arrivé. Il y a très longtemps, j'ai gagné un séjour d'1 an aux États-Unis grâce au Rotary Club, pour vivre l'expérience de la Californie. J'ai fini par vivre à Los Angeles et à y aller à l'école pendant toute une année. Honnêtement, à part le fait d'être dans un autre pays, il ne s'est rien passé de particulièrement incroyable. Juste une longue parenthèse loin de chez moi. Puis est venu le moment de rentrer. Mes parents ont décidé de venir 2 semaines avant le retour pour découvrir l'endroit où j'avais vécu pendant 1 an. Jusque-là, tout allait bien. Le jour du départ, à l'aéroport, je vais aux toilettes juste avant l'embarquement. Quand je reviens dans la zone d'attente, mes parents ont disparu. Plus personne. Plus de sacs. Plus de parents. Sur le moment, je me dis qu'ils sont peut-être déjà dans la file. Puis je comprends. Ils sont montés dans l'avion sans moi. Ils avaient passé 1 an sans que leur fils soit à la maison, et visiblement, leur cerveau s'était parfaitement adapté à l'idée. Le détail vraiment problématique, c'est qu'ils avaient aussi mon passeport et ma carte d'embarquement. Donc me voilà. 13 ans. Tout seul dans un aéroport américain. À devoir expliquer à des adultes que mes parents m'ont littéralement oublié et qu'ils sont actuellement dans un avion avec mes papiers. Je vais voir le personnel. J'explique la situation. Je vois leur visage passer par plusieurs expressions très intéressantes. Incrédulité. Amusement contenu. Puis efficacité. Ils contactent l'équipage de l'avion.
Quelques minutes plus tard, quelqu'un arrive avec mon passeport et ma carte d'embarquement. Je monte enfin dans l'avion. Je rejoins ma place. Juste à côté de mes parents. Je m'assois, je les regarde, et la seule chose qui me vient à l'esprit sort toute seule. Mais putain, c'était quoi ça? Les gens autour de nous éclatent de rire. Ce n'est que plus tard que j'ai appris toute l'histoire. Apparemment, l'équipage avait annoncé mon cas à tout l'avion par l'intercom. Un truc du genre, un jeune passager a été oublié à l'aéroport. Et à ce moment-là, ma mère avait levé la main, tranquillement, avec mon passeport et ma carte d'embarquement. C'est une histoire un peu longue, alors soyez indulgents. Et désolé d'avance pour la mise en forme. Je fais de l'autostop depuis que j'ai environ 14 ans, au moins une fois toutes les 2 semaines. Les bus en Irlande sont beaucoup trop chers et n'arrivent jamais à l'heure. Cette histoire combine donc 2 expériences d'autostop distinctes, qui se sont produites à environ 3 mois d'intervalle. J'avais à peu près 18 ans à ce moment-là. Je faisais souvent le trajet entre la ville de Galway et un petit village du Connemara. Il n'y a pas beaucoup de circulation sur cette route, donc avoir un trajet avant le travail était toujours vraiment apprécié. Je ne m'y connais pas très bien en véhicule, mais une camionnette qui semblait tout droit sortie des aventuriers de l'Arche perdue s'est arrêtée. Le conducteur ressemblait à une sorte d'Elton John excentrique qui fumait beaucoup de ganja et il m'a proposé de m'emmener directement jusqu'au village. Bien sûr, je suis monté. Si vous avez déjà fait beaucoup d'autostop, vous savez que vous allez forcément rencontrer des gens un peu fous. Ce type commence à me raconter qu'il fait partie d'un groupe élitiste dans le village, qui se déplace à cheval avec des chiens pour chasser le renard. Ça faisait déjà 1 an que je travaillais dans ce village, une communauté officielle d'un peu plus de 300 habitants je crois, et les gens adorent parler. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Bref, je ne le crois pas vraiment, la conversation dérive, et je descends quand on arrive au village. 3 mois plus tard, je fais le même trajet, mais cette fois-ci du village vers Galway. Je me fais prendre par une voiture qui a l'air incroyablement chère. À l'intérieur, 3 personnes en costume. Ils vont à un mariage et avaient une place de libre, mais ils devaient d'abord passer prendre leur frère. Aucun problème, je ne suis pas du genre à me plaindre. 15 minutes après le début du trajet, il est évident que ces gens sont extrêmement riches. Les bijoux, l'alcool dans la voiture elle-même, leur conversation. Donc je ne suis pas surpris quand on arrive devant un immense domaine. On passe à l'arrière de la maison et il commence à klaxonner. Le frère s'était trompé d'horaire et se détendait dans le sauna derrière la maison. Nous voilà donc garés entre la maison et le sauna, le conducteur qui klaxonne, et ce type sort du sauna complètement nu et traverse tranquillement jusqu'à la maison pendant que tout le monde dans la voiture éclate de rire. Devinez qui c'était. Il s'est avéré que l'Elton John fumeur de joint ne mentait pas du tout sur son statut élitiste. De loin l'histoire la plus folle et la plus étrange que j'ai vécue en faisant de l'autostop. Pendant les vacances d'été de l'an 2000, j'étais seul à la maison, en train de jouer aux jeux vidéo. J'avais 11 ans. Il faisait jour, tout semblait normal, et rien ne laissait présager que quelque chose de grave allait se produire. Puis quelqu'un a frappé à la porte. C'était un homme que je n'avais jamais vu. Un parfait inconnu. Il m'a demandé une adresse. Je lui ai répondu que je ne connaissais pas l'endroit qu'il cherchait. Jusque-là, rien de particulièrement étrange. Puis il m'a demandé un verre d'eau. Et là, j'ai fait l'erreur. Celle qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui. J'ai laissé la porte ouverte et je suis allé dans la cuisine pour lui en chercher un. Quand je suis revenu, il était déjà à l'intérieur. Il s'est servi de lui-même, a fermé la porte et l'a verrouillée. À partir de cet instant, tout a changé. Je me souviens très clairement de cette sensation de froid qui m'a traversé le corps, de mon cœur qui s'est mis à battre beaucoup trop vite. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Pendant près de 2 heures, je suis resté là. Assis, tétanisé.
Il me montrait un couteau de temps en temps, sans dire grand-chose, comme pour me rappeler de ne surtout pas bouger. Il fouillait la maison à la recherche de quelque chose de valeur qu'il pourrait emporter en plein jour sans attirer l'attention. Il ouvrait les tiroirs, regardait autour de lui, prenait son temps. Moi, je le regardais faire, incapable de parler, incapable de crier, incapable de réagir. Ce qui me hante le plus aujourd'hui, c'est ce à quoi je pensais à ce moment-là. Pas à la police. Pas à ma sécurité. Pas au couteau. Je me demandais surtout comment j'allais expliquer à ma mère ce qui s'était passé si jamais il emportait ma console ou mes jeux vidéo. Elle m'avait répété de ne jamais ouvrir la porte à des inconnus. J'avais peur de sa réaction. C'est absurde, quand on y pense. Mais c'est là que se trouvait mon esprit. Celui d'un enfant qui ne mesurait pas encore la gravité de la situation. Finalement, il n'a rien trouvé d'intéressant. Rien qui valait la peine, selon lui. Il est reparti comme il était venu, en plein jour, sans se presser. Je n'ai rien dit à personne. J'ai tout gardé pour moi. J'ai continué à vivre comme si de rien n'était, avec ce souvenir enfoui quelque part au fond de ma tête. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé à quel point la situation avait été dangereuse. À quel point les choses auraient pu tourner autrement. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Et même aujourd'hui, des années plus tard, elle me donne encore un étrange mélange de peur, de honte et d'incrédulité. Les Deftones étaient en ville et j'avais tellement envie d'y aller, mais je n'avais pas pris de billet à l'avance. Un peu la classique. Une amie me dit alors un truc du genre allons-y quand même, on tente notre chance à l'entrée, on verra bien. Sur un coup de tête, on prend la voiture et on se rend à la salle sans trop savoir ce qu'on faisait. On traverse le parking quand un type à l'allure de Rohadi nous interpelle. Vraiment le cliché du mec de tournée. Il nous lance tranquillement et les filles, ça vous dirait de rencontrer le groupe. Évidemment qu'on répond oui, presque en chœur, sans même réfléchir une seconde. On devait avoir l'air complètement surexcité et incrédule à la fois. Et là, tout s'enchaîne. On monte dans le bus de tournée et ils sont là. Les Deftones. Posés, tranquilles, en train de boire des bières comme si de rien n'était. On se présente, un peu maladroitement, en essayant de rester cool alors qu'à l'intérieur je suis en train de perdre complètement pied. Quelques minutes plus tard, je me retrouve à tirer des grosses lattes de bong avec les putains de Deftones. Toujours pas sûr que mon cerveau ait vraiment intégré ce moment. En fond, sur un écran, le porno de Pamela Anderson et Tommy Lee tourne comme si c'était la chose la plus normale du monde. Tout était irréel. Comme un rêve bizarre où rien ne choque plus vraiment. Le temps passe vite et on commence à se dire que le concert approche. Et là, petite réalisation soudaine. On n'a toujours pas de billets. On se regarde, un peu gêné, et on lâche un nœud au fait, on n'a pas de ticket. Il rigole, complètement détendu, et nous file des passes backstage à mettre autour du cou. Problème réglé. On finit par marcher avec eux jusque dans les coulisses, comme si on faisait partie de l'équipe. Juste avant qu'ils montent sur scène, on se retrouve même à faire un genre de câlin de groupe suivi d'une petite prière. Un moment à la fois touchant et totalement surréaliste. Ils nous disent d'attendre backstage après le concert. Le show est incroyable. Évidemment. L'énergie, le son, tout est dingue. Mais une fois le concert terminé, mon ami et moi échangeons un regard. Sans vraiment se parler, on est d'accord. On décide de se barrer discrètement. On a ce pressentiment très clair que si on reste, la soirée va prendre une tournure avec certaines attentes implicites. Et puis surtout, réalité qui rattrape tout. On doit rentrer avant le couvre-feu. Et en plus, c'est un soir d'école. On est donc parti comme ça, en douce, encore sous le choc de ce qu'on venait de vivre. Sur le chemin du retour, on riait nerveusement, en essayant de réaliser que tout ça avait vraiment eu lieu. Rencontrer un groupe qu'on adore, fumer avec eux dans leur bus, entrer au concert sans billet, passer backstage, puis rentrer chez soi comme deux lycéennes sages. Encore aujourd'hui, ça reste l'une des histoires les plus irréelles de ma vie.
Et honnêtement, je crois que c'est aussi ce qui la rend parfaite. Quand j'avais 18 ans, je traînais chez un pote un soir. Vers 20h, on décide d'aller chercher des snow cones. On dit à sa mère qu'on revient dans 30 minutes, un truc rapide. Et évidemment, on change de plan. On passe par le terrain de baseball près de la fac pour voir si des connaissances sont dans le coin. Et là, on tombe sur une fille qui nous parle d'une soirée chez elle un peu plus loin. On se regarde, décision immédiate. On y va. La soirée démarre tranquillement, puis l'alcool s'installe. Les heures passent. À un moment, un peu pompette, je me retrouve à entrer dans la chambre de l'hôte. Et là, scène totalement inattendue. 2 filles sur le lit, toutes les 2 à moitié dénudées, clairement occupées. Elles crient de fermer la porte. Moi, complètement bourré et un peu trop sûr de moi, je demande naïvement si c'est dedans ou dehors, en pensant que la réponse allait être évidente. Elle ne l'était pas. Je me retrouve sur le lit, l'ambiance est irréelle, tout va beaucoup trop vite pour que mon cerveau suive correctement. L'une s'éclipse, je me dis que ce n'est pas grave, que la soirée n'est pas finie. Puis elle revient, accompagnée d'une 3e. Elles plaisantent, se rapprochent, me chauffent, me disent qu'elles sont prêtes. Prêtes à quoi exactement, aucune idée, mais dans ma tête embrumée, ça sonnait comme une invitation claire. Je me voyais déjà en héros d'un récit que je raconterais pendant des années. Je me dis même que je vais leur offrir le meilleur moment de leur vie, même si ça doit être bref. Je fais une pause ridicule pour manger un sandwich, comme si c'était la chose la plus logique du monde, puis je reviens. Et là, évidemment, tout déraille. Mon pote débarque dans la chambre et s'allonge au pied du lit. Comme ça, sans rien dire. Je lui demande de partir. Il refuse. Trop bourré, soi-disant incapable de se lever. Les filles commencent à se regarder, clairement mal à l'aise. Elles disent qu'elles ne veulent pas de public. Moi, excédé, je commence à lui donner des coups pour le faire dégager. Rien n'y fait. Il reste là, amorphe. Finalement, les filles se lèvent et quittent la pièce. Mon pote se relève aussitôt et les suit dehors. Je suis furieux. Saoul. Dégoûté. Je quitte la chambre, m'écroule par terre près du canapé et je m'endors comme une masse vers 2h du matin. À 5h, je suis réveillé par son téléphone qui sonne. J'entends sa mère hurler au bout du fil. « Où est-ce que vous êtes, bordel ?» C'est à ce moment-là que je me rappelle qu'on était censé rentrer au bout de 30 minutes. C'était un enchaînement parfait de mauvaises décisions, de timing catastrophique et d'alcool en trop. Une de ces histoires que tu racontes en riant plus tard, mais qui, sur le moment, te laisse surtout avec un immense sentiment de gâchis et une gueule de bois mémorable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.